Un château qui est construit sur une montagne, sur un endroit qui n'est pas stratégique, qui n'a pas d'accès à l'eau, qui n'a pas de cuisine, et qui n'a pas de défense extérieure. À quoi sert-il? Son intérêt peut être trouvé si ses défenses sont tournées vers l'intérieur de sa cour et qu'il est censé avoir été construit sur un gouffre sans fond donnant sur l'enfer. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une légende ? Le Radojska se trouve en République tchèque. Alors déjà, je vais commencer par dire que Prague est une ville absolument magnifique et que j'ai besoin de la visiter un jour dans ma vie. Nous sommes donc en Bohême. C'est une partie de la République tchèque qui représente à peu près la moitié du pays. Et au nord de cette région de la Bohême, il y a une région appelée le Liberec. C'est dans cette région, à proximité de Blace, que vous pourrez trouver le Radojska. Il est actuellement proche de la frontière entre le Liberec et la Bohême centrale. L'Elbe passe environ à 15 km en dessous, et c'est une région qui est frontalière avec l'Allemagne et la Pologne. À l'époque de la construction du fort d'origine, au IXe siècle, la frontière n'était pas avec l'Allemagne, mais avec la Francie orientale. De l'autre côté, il y avait les tribus slaves. Les tribus slaves qui étaient païennes, et qui donc n'étaient aux yeux des chrétiens, ils n'étaient pas considérés comme des humains. Ce qui fait donc que ces peuples pouvaient être sans problème réduits en esclavage. Du coup, si vous voulez une information très intéressante, le mot « esclave » dans la plupart des langues européennes est issu directement du mot « slave ». Voilà, c'est pas rigolo. Et ça n'a rien à voir avec mon histoire, mais vous êtes là pour apprendre des trucs, donc je vous apprends des trucs. Dans ces populations slaves, il y a les Sorabes. Alors, ce n'est pas des Serbes, mais le mot viendrait à peu près de la même origine d'une langue proto-slave, et ça voudrait dire quelque chose comme alliance, ou un dérivé de ce mot. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 859 et 894, Slavibor est un prince sorabe. Il est le père de Sainte Ludmila de Bohême, qui est la sainte patronne de la Bohême, des convertis, des duchesses, des personnes en difficulté avec leur belle famille et des veuves. Alors, on n'est pas ici pour raconter son histoire, mais franchement, c'est une histoire qui vaut le détour, donc si vous voulez vous renseigner un petit peu, il y a des liens en description, et puis vous pouvez chercher par vous-même aussi, vous êtes des grandes personnes. Dvorak a composé un Ontario sur elle d'ailleurs. J'aime bien Dvorak. Slavibor donc a fait construire la forteresse qui se trouvera là quelques siècles plus tard, où se trouvera le Radojska. Il fait bâtir cette forteresse pour son fils, Ousek, dont le nom est peut-être à l'origine du nom du fort. Depuis 840 et la mort du duc Tsimislav, la zone elle est un peu tendue. Čestibor sera le remplaçant de Tsimislav et sera le vassal de Louis II, le Germain. Il y a des réorganisations de territoire organisées par des puissances extérieures sans forcément l'avis du peuple. Et ça atteindra son apogée pendant les invasions germaniques et quand Henri Ier de Saxe fera massacrer 30 nobles sorbes lors d'un festin. Donc cette forteresse est construite dans une période de trouble dans la région. Et bien qu'elle ne soit pas forcément dans une zone stratégique, elle reste en hauteur, bien située, dans une zone qui est quasiment imprenable parce qu'il y a une forêt particulièrement dense autour. Et certes, il n'y a pas une vue directe, mais l'Elbe est à seulement 15 km en contrebas, sachant que c'est aussi une période où il y a des invasions vikings qui passent du coup par l'Elbe. Par exemple, il faut savoir que Sainte Ludmila sera assassinée par des vikings qui s'étaient installés en Russe.
Au XIIIe siècle, Ottokar II de Bohême lance une grande série de restaurations de bâtiments, de châteaux, etc. Quand le château de Bejdes sera refortifié, reconstruit en pierre et solidifié, il en sera de même pour le Radhojska. Ainsi, le château devient littéralement imprenable. Un château donc imprenable, mais sans accès aux routes commerciales, sans accès à l'eau, sans cuisine, sans toutes ces choses-là. Le château est passé d'aristocrate en aristocrate jusqu'au XVIe siècle environ, où le château sera rendu plus vivable. On installera des cuisines, on retirera des défenses, on le démilitarise. 80 mètres carrés de salon, poutres apparentes, à l'étage, 5 chambres. Au XVIIIe siècle, le château est lentement abandonné. Il sera laissé à la ruine jusqu'en 1897, jusqu'à ce que la princesse Hohenlohe, une princesse allemande, rachète le château. En 1924, sous la première république de Tchécoslovaquie, le président de Škoda, Josef Šimonek, rachètera le château. En 1938, un accord entre l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie, sans du tout consulter la Tchécoslovaquie, sera signé pour qu'une partie de son territoire soit annexée par l'Allemagne pour éviter la guerre. Du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays sera occupé par le Troisième Reich, bien évidemment, et déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur la résistance tchèque, et notamment sur le fait que beaucoup de militaires tchèques sont partis rejoindre les rangs des Alliés. Il y a beaucoup de Tchèques qui ont débarqué sur les plages de Normandie, par exemple. C'est une chose que je ne savais pas du tout, et je ne sais pas si beaucoup de gens savent, mais il y avait aussi des troupes tchèques qui ont rejoint la Royal Air Force, qui ont défendu l'Angleterre pendant les attaques allemandes. Mais du coup, le château, notre petit Radhojska, sera occupé par les nazis. Dans le Radhojska, les nazis stockeront principalement des textes juifs, de la Kabbale, des textes de la Torah et quelques textes occultes. Après la guerre, le château servira toujours d'archive. Et après des travaux dans les années 90, le château sera récupéré par sa famille, la précédente famille qui le possédait, la famille du président de Škoda. Et en 1999, le château sera ouvert au public pour des visites, pour des réceptions, etc. Maintenant que nous avons parlé de son histoire, nous allons nous intéresser à ses légendes. Vous vous doutez bien, un château aussi ancien et aussi mystérieux ne pouvait pas avoir qu'une seule légende. Alors je vais vous raconter quelques légendes qu'il y a autour de ce château, et on va commencer avec Karel Hynek Mácha était un poète romantique tchèque du XIXe siècle. Il écrira le 10 août 1836 une lettre pour un de ses amis qui intriguera pas mal de monde bien des années plus tard. Dans cette lettre, il évoquera un détour qu'il a fait lors d'un de ses voyages. Il se serait décidé à se rendre au Radhojska. Il ne sait pas trop pourquoi il avait cette envie, mais il s'est senti attiré par ce rad. Il racontera alors s'être perdu dans l'obscurité du château, là où il n'y a que le bruit des squelettes et une odeur de soufre. En revenant à lui-même, il décrira un paysage urbain des plus surprenants, parlant d'un sol en fusion, de bruits monstrueux venant de sous le sol, avec de la fumée un peu partout, le ciel caché sous un nuage pâle. Il parle de grondements, de gens vêtus en haillons de clown. Il est terrifié et ignoré de tout le monde, jusqu'à ce qu'il arrive à interpeller une jeune femme, à qui il demande où il se trouve. Celle-ci lui répond qu'ils sont à Prague. Il est surpris parce que lui, Prague, il connaît bien. Il lui demande alors en quelle année ils sont. Et celle-ci le regarde un peu surprise et lui répond qu'ils sont en 2006. Ce qui est surprenant avec cette lettre, c'est que beaucoup de ces descriptions correspondent effectivement, d'une certaine façon, à ce à quoi ressemblait Prague en 2006, et beaucoup de gens se sont posés énormément de questions sur cette lettre. Hélas, bien évidemment,
Ces questions sont arrivées bien après la mort du poète. Alors, hallucination, rêve, voyage dans le temps, ou histoire complètement inventée avec un petit peu de chance, on n'aura hélas jamais la réponse. Oronto était un mercenaire suédois qui se serait installé, selon la légende, dans le Radhojska pendant qu'il était inoccupé. Mais Oronto n'était pas qu'un simple mercenaire. Il était réputé pour être lié à des histoires de magie noire, voire d'alchimie. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher! Et cet homme travaillait sur un élixir de vie éternelle. On ne sait pas grand-chose sur ce qu'il aurait pu faire là-bas, mais ce qui est certain, c'est que le village ne l'appréciait pas énormément, et que un jour, par la fenêtre, un chasseur l'aurait abattu d'une flèche. Accident de chasse ou pas, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain de toute évidence, c'est qu'il n'avait pas trouvé l'élixir de vie éternelle. Entre les murs du Radhojska et ses environs, on peut apparemment trouver au détour d'un mur ou d'un arbre différents types de fantômes. Il y aurait donc un fantôme d'un homme crapaud. Il y aurait aussi le fantôme d'une vieille dame et le fantôme d'un cheval décapité. Hélas, je n'ai trouvé aucune autre information sur ces fantômes ni de leurs origines. Bien évidemment, le fait que les nazis se soient installés en Tchécoslovaquie et surtout au Radhojska, ça a apporté beaucoup d'histoires, ça a apporté beaucoup de théories. Parmi ces théories, il y aurait que ce fut un repère pour pratiquer différentes recherches occultes. On connaît l'intérêt des nazis pour toutes ces idées, pour toutes ces croyances. Alors, est-ce que Himmler se serait intéressé à des histoires de dieux anciens, des différents rituels occultes étranges, innommables, ou se sont-ils intéressés à leur fameux projet des Riese, etc. On n'en sait pas plus, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne se pose pas énormément de questions sur ce qu'ils ont fait là-bas. Selon la légende, le Radhojska aurait été construit donc sur une montagne, à un endroit complètement isolé, sans eau, sans cuisine, sans accès aux routes commerciales, dans un endroit qui n'est pas stratégique, sans aucune défense extérieure, seulement avec cette défense tournée vers l'intérieur de sa cour, parce que le Radhojska aurait été construit sur un gouffre qui serait un portail vers l'enfer. Ce rad aurait donc été construit pour défendre le monde d'un portail vers l'enfer, et de ces ténèbres, de ces démons, de toutes ces choses qui pourraient en ressortir. Ottokar II de Bohême aurait donc fait construire ce château pour s'assurer de la protection de son peuple, et peut-être du reste du monde. Mais après une longue période et énormément de questions sur l'origine de cette faille menant tout droit supposément en enfer, une idée vint aux dirigeants du château. Ils allaient demander à ce qu'on puisse envoyer celui qui voudrait parmi les prisonniers ayant une extrêmement longue peine, eh bien, s'ils acceptaient d'être plongés dans cette faille, d'être descendus à l'aide d'une corde dedans, ils pourraient recevoir une énorme réduction de peine, voire même être libérés. Un seul homme accepta. Il sera alors descendu lentement dans cette faille, et, après seulement 1 minute, il se serait mis à hurler de toutes ses forces comme un fou. On l'a remonté le plus vite possible,
Et l'homme qui est descendu est remonté vieillard. Il déblatérait des choses incohérentes, parlant de créatures mi-homme, mi-animal, parlant de monstruosités que jamais homme n'a vues, de créatures démoniaques et de cauchemars les plus horribles à imaginer. Après ça, il est devenu complètement fou, il refusait tout simplement de s'alimenter, il ne dormait plus, il hurlait à la mort, et il est mort quelques jours après. Par crainte de ce qui pouvait bien se retrouver à l'intérieur de cette faille, les dirigeants du château décideront de faire ériger une chapelle à la gloire de l'archange Saint-Michel, juste au-dessus, afin de servir de bouchon, pour sceller l'entrée du portail vers l'enfer. Encore aujourd'hui, quand on visite la chapelle, on peut entendre des cris et des grattements sous le sol. La construction de la forteresse date du 9e siècle. Du coup, pour moi, déjà rien que ce fait empêche le fait que cette forteresse ait été placée là pour une raison infernale. Pour la simple et bonne raison que, au 9e siècle, cette région n'est pas encore catholicisée. De plus, comme je le disais auparavant, si on observe bien la zone, en fait, eh bien, on est à 15 km de l'Elbe. Surélevé, on peut surveiller le passage des bateaux sur l'Elbe, ce qui est quand même très important à pouvoir faire. De plus, en étudiant les cartes du Xe siècle, on peut se rendre compte que le château est positionné extrêmement proche, quasiment sur la frontière, entre le royaume sorbe et le royaume de Bohême. Bien que ce soit un peu difficile de savoir précisément où on est, parce que les échelles de cartes ont changé, etc., etc., on peut se douter que ce château servait à surveiller un côté ou l'autre de la frontière. Au 9e siècle, on n'a pas de preuve de l'existence d'autres forteresses autour, mais on sait que, au XIIIe siècle, il y a donc une vague de fortification et de construction de rad. Il y a notamment le rad Kokorin, ou, comme je le disais auparavant, le rad Bejdes. Désolé. Mais quand on surveille, en fait, le positionnement de tous ces châteaux, on se rend compte que ça fait une ligne plus ou moins droite vers Prague, avec une distance à peu près égale entre chaque château. Donc, clairement, en fait, le château de Oiska, pour moi, faisait partie d'un système de surveillance de frontières, tout simplement. Nous savons également que ce lieu a servi pour beaucoup de monde de lieu d'archives, et notamment par les nazis, dont c'est absolument la seule preuve que l'on a, c'est que les nazis ont stocké des livres là. Il n'y a preuve d'absolument rien d'autre. Donc, désolé, je suis le premier déçu, hein. J'aurais adoré savoir que les SS avaient fait des expériences à base de démons ou de runes païennes, de trucs de... Mais non, désolé. Il n'y a pas. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce château n'a pas été construit à un endroit qui n'est pas stratégique, il est stratégique. Et son manque de défense extérieure, eh bien, on sait qu'il a été... les défenses extérieures du château ont en fait été retirées du coup au XVIe siècle, quand il a été démilitarisé, qu'il a été transformé en lieu de résidence. Et en fait, les défenses intérieures, si vous le visitez aujourd'hui, il n'en a pas non plus. Et je ne sais pas s'il en a jamais eu. Et aussi, le fait que la chapelle ait été censément construite sur le gouffre donnant sur l'enfer, eh bien, on n'a aucune image de ce gouffre. On peut évidemment faire des recherches scientifiques, on peut, mais on n'a en fait aucune preuve de ça. Tout d'abord, je tiens à remercier Anna Kubishta, journaliste de Radio Prague, pour son aide par rapport à mes recherches sur la présence des nazis au château de Oiska.
Je souhaite aussi vous dire qu'une partie des informations que je vous ai données, c'est dû à des heures de recherche sur des vieilles cartes qui étaient un peu cryptiques autour des environs du château, parce qu'il n'y avait quasiment pas d'informations réelles, concrètes sur ce château. Les seules personnes qui sont vraiment intéressées dessus, j'ai l'impression, eh bien, c'est les gens qui s'intéressent aux légendes. Il y a vraiment très peu d'informations viables et concrètes sur ce château, donc j'ai essayé de débroussailler et de faire quelque chose de concret. C'est pour ça que j'ai vraiment mis à l'écart la partie légende, je ne l'ai vraiment pas liée à l'aspect historique, parce que pour le coup, sans vouloir me jeter de fleurs, j'ai vraiment fait un travail d'historien pour connaître, et j'ai peut-être fait des erreurs, je ne suis pas parfait, désolé, mais j'ai vraiment essayé d'avoir une vraie mine d'informations sur le château, ou en tout cas de regrouper tout ce que j'ai pu trouver, parce que c'était une galère d'avoir la moindre information à peu près véridique autour de ce rad. Moi, depuis le temps, je pense que vous commencez à le connaître, même si j'aime les légendes, mon premier amour, ça restera toujours l'histoire, et je n'ai pas envie de vous partager des choses qui sont fausses. Je veux que vous sachiez que les légendes ne sont pas forcément réelles. Les légendes peuvent être tirées de faits réels, mais elles ne sont pas par essence la réalité. Il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes, et que une légende, tant qu'elle n'aura pas été prouvée, sera toujours une légende. Mais je tiens aussi à dire que c'était quand même super cool de travailler sur cette vidéo, déjà pour l'aspect historique de la chose, découvrir énormément d'informations, faire toutes ces recherches, c'était captivant, c'était super intéressant, donc je suis vraiment très content d'avoir fait tout ça. J'ai aussi découvert beaucoup de choses sur l'histoire de l'Europe de l'Est, qui est une histoire que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, donc c'était vraiment intéressant de me plonger dedans et d'apprendre beaucoup de choses. Et je suis évidemment heureux d'avoir parlé de la République tchèque, parce que déjà, c'est la terre d'origine d'un de mes joueurs préférés, Tomáš Rosický, que j'aime de tout mon cœur, mais aussi parce que c'est un pays qui a l'air vraiment intéressant, qui a l'air vraiment très beau, et surtout Prague. Prague a l'air d'être une ville absolument magnifique. Je voulais aussi, avant de terminer, vous remercier, vous qui regardez la vidéo, parce que ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Les choses ont pas mal bougé ces derniers temps, je vous l'accorde, mais ça fait quand même 5 ans que voilà, j'aime faire des vidéos sur YouTube, peu importe le format, je ne fais que des formats qui m'intéressent moi, donc en espérant que ça vous intéresse vous en retour. Mais sachez que je ne fais pas des vidéos où je me force de faire des vidéos pour avoir des vues, pour machin. De toute façon, vous voyez bien que ma chaîne ne fonctionne pas forcément particulièrement bien, mais ces vidéos, je les fais avec beaucoup d'amour, de passion. J'essaye de faire quelque chose de bien, j'essaye de faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Et voilà, ça fait 5 ans que je fais ça, ça fait 5 ans pour certains que vous me suivez, et je vous en suis très reconnaissant, ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, de voir que ces choses pour lesquelles je m'intéressais autrefois un peu dans mon coin, ça intéresse d'autres gens, et je suis vraiment très content de partager ça avec vous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de visiter la République tchèque, ou peut-être le Radojska. N'hésitez pas à me dire si vous y êtes déjà allé, si vous avez envie d'y aller, si vous avez déjà visité la République tchèque. Est-ce que vous êtes allé à Prague? C'est une chose que j'aimerais beaucoup savoir. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, interagissez avec moi, ça aide aussi le référencement de la vidéo, si vous mettez un commentaire, si vous partagez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, bref, n'hésitez pas à me faire savoir que vous avez aimé ou non mon travail. J'espère quand même que vous avez aimé, parce que j'ai travaillé longtemps sur ce projet, mais voilà, je suis très content de finir avec cette vidéo. Je vais essayer d'enchaîner un peu plus rapidement avec une autre vidéo. J'ai déjà commencé à travailler dessus, donc on va voir où ça va nous mener. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!
Selon la légende, légende